Bernard Cazeneuve à côté de Raphaël. C'est un honneur pour nous. Je vous demande un triomphe pour Monsieur Bernard Cazeneuve. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'est très difficile lorsque on a pris par les hasards de l'existence un peu de recul par rapport à la vie politique que de retrouver la chaleur de ces réunions qui, dans l'absence de la vie publique, avait commencé à susciter un peu de nostalgie. On ne sait jamais trop bien, lorsque l'on est appelé à venir soutenir ses amis, les circonstances dans lesquelles on va être accueilli, même si je n'avais pas beaucoup de doutes dans cette ville que j'ai eu l'occasion de visiter à maintes reprises lorsqu'il y eut d'autres campagnes ou lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Mais enfin, comme vous tous, j'ai accès à la presse, j'écoute les commentaires. Il arrive parfois qu'on me téléphone, car même dans ma bonne ville de Cherbourg, les liaisons sont bonnes. Et il m'arrive de ne pas savoir ce qu'il conviendrait de faire pour être agréable à ceux qui commentent la vie publique, qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient responsables politiques. Lorsque je me tais, c'est que je prépare quelque chose. Lorsque je parle, on en a enfin la preuve. Lorsque nous ne venons pas, ceux qui ont exercé des responsabilités, c'est que nous ne soutenons pas. Lorsque nous venons, c'est que nous arrivons à la rescousse. Il est donc, vous en conviendrez, très difficile de trouver le moyen d'être agréable à ceux qui font des phrases. Mais moi, je sais le moyen d'être agréable à ceux qui ont des valeurs et des convictions au cœur, et c'est à eux, ce soir, que je suis venu m'adresser. Et je suis venu leur dire des choses simples, parce que même si vous ne me voyez pas tous les jours, vous jugeriez légitimement que je suis subitement devenu encombrant. Je suis de près toute la trajectoire, tout le cheminement de Raphaël et de ses équipes. Vous étiez hier soir dans ma bonne Normandie, à Rouen, le pays de Tocqueville, qui est un sage, un intellectuel, un philosophe qui a apporté beaucoup à la pensée politique française, non pas à la gauche, mais il avait un regard plein d'acuité sur les territoires et sur les gens. Il disait des Normands qu'ils sont violemment modérés. Vous avez donc ce soir une partie de l'explication de mon caractère. Et dans ce territoire violemment modéré, vous avez accueilli hier une dame qui est une grande dame. Et comme je n'ai pas pu l'accueillir sur mes terres, je voudrais de ces terres lyonnaises, elles aussi modérées, lui dire que, par la passion qu'elle met toujours dans les choses et l'ardeur de ses convictions, elle aura contribué à faire vibrer ce territoire que j'aime tant en apportant au cœur de Rouen ses convictions de grande dame de cœur, de grande femme de gauche et, elle aussi, de grande femme d'État. Et je parle sous le contrôle d'Erwan Binet. Lorsque nous étions à l'Assemblée nationale il y a de cela quelques années, et que seule, pendant des heures, devant un Parlement qui pouvait se montrer tumultueux, elle s'employait à défendre une loi qui est destinée à faire progresser l'égalité dans un pays qui pouvait s'interroger et au sein duquel certaines forces s'employaient à faire naître des tensions et des confrontations. Et qu'en raison du courage qui était le sien, elle subissait des insultes
des mises en cause, des invectives, et qu'elle souffrait pour cela. Nous étions avec elle en militant humaniste, en militant de l'égalité, blessée autant qu'elle l'était, et je peux vous dire ce soir ici à Lyon que le combat qu'elle a mené à ce moment-là, avec le courage qui fut le sien, et dont je sais qu'il a résonné hier sur les terres rouennaises, est un combat qui fait partie de ceux qui font la fierté de la gauche. Je veux la saluer ici aussi à Lyon pour des raisons qui tiennent au fait que malgré la différence de nos tempéraments, bien que nous nous fussions parfois opposés, pas nécessairement sur les sujets qu'on imagine, lorsque j'étais ministre du Budget et qu'elle venait à Bercy pour essayer de négocier le budget de la justice, et que moi, je devais faire des économies en nombre, et que je devais les faire sur tous les ministres, et que les choses commençaient à se tendre, et que nous échangions en créole pour essayer de décrisper l'atmosphère, le visage des inspecteurs des finances était un enchantement. Donc nous avons bien des souvenirs, Christiane et moi. Mais par-delà ces souvenirs, par-delà ces liens, par-delà cette amitié, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est peut-être ce qui nous lie davantage que tout le reste, c'est d'abord le fait que je ne crois pas que la politique soit un art de la séduction. Je pense qu'il n'y a pas de politique si la séduction, qui est parfois aussi un art de la manipulation, qui est une manière d'apparaître par mille artifices comme ce qu'on ne n'est pas, et parfois aussi la séduction, une manière de dissimuler des convictions qui sont peu sûres. Moi, je ne crois pas à la séduction, je crois à la force des convictions. Et je n'ai pas, chers amis, non plus des convictions variables selon les circonstances et les opportunités qui se présentent à moi. Parce que je crois que les convictions, la politique, ont quelque chose à voir avec un sentiment très simple qu'on va puiser au plus profond de soi-même et au cœur d'une expérience sédimentée au fil du temps et qui s'appelle la sincérité. Je vous dis tout cela parce que depuis maintenant quelques mois et quelques années même, puisque nous avons commencé à subir cela dans le quinquennat précédent, je vois des nécrologues. Et comme j'ai un tempérament d'entomologiste, je les regarde de près. Ils ont un certain intérêt, les nécrologues. Et pour la plupart d'entre eux, ils viennent de notre famille. Ah, ils ne constituent pas, comme les poissons volants, la majorité du genre. Fort heureusement, la majorité du genre, elle est l'espérance, elle est dans cette salle. Mais les nécrologues, ils ont quelques caractéristiques que je voudrais vous décrire en 2 mots, parce que je ne suis pas venu parler d'eux, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour l'Europe. Je suis venu parler d'Europe. Mais les nécrologues, ils ont cette caractéristique qu'ils doivent absolument tout au Parti socialiste, qui n'auraient jamais rien été de ce qu'ils sont, encore aujourd'hui, quand certains d'entre eux, pour durer un peu plus longtemps, sont restés dans l'actuelle majorité. J'ai des noms. J'ai des noms et j'ai aussi de la mémoire. Ces nécrologues n'auraient été ni président de région, ni député, ni maire, ni président d'agglomération, ni ministre de François Mitterrand pour un certain nombre d'entre eux, s'il n'y avait pas eu le Parti socialiste, s'il n'y avait pas eu une famille politique pour leur ouvrir la voie, pour leur ouvrir le chemin, pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Eh bien moi, qui suis maintenant depuis plus de 30 ans au Parti socialiste, quels que soient les désaccords, et il y en a dans cette salle avec un certain nombre d'entre vous, il m'a semblé que la presse s'en était fait l'écho. Je n'oublie pas la famille politique à laquelle j'appartiens. Ah, ça ne veut pas dire
Ça ne veut pas dire que je n'aspire pas, comme un très grand nombre d'entre vous, à la voir se dépasser, à la voir se transformer, à la voir changer, à la voir faire l'expertise des problématiques du moment et les confronter à ce que sont les valeurs d'aujourd'hui. Oui, bien entendu, tout cela, je l'ai en tête. Mais je ne peux pas oublier des choses qui sont, pour moi, fondamentales, parce qu'elles font partie de mon éducation, qu'elles sont ancrées au plus profond de ce qui m'a été légué par mes parents, qui eux aussi étaient socialistes et de gauche. Je ne peux pas oublier, Guillaume Lacroix y faisait référence tout à l'heure, ces tables en formica, dans une maison modeste qui était la mienne, et où mon père, hussard noir de la République, le samedi, alors que l'école était finie, s'employait à ce que tous les enfants qui n'avaient pas réussi dans la semaine à obtenir les notes qu'il attendait d'eux soient rassemblés avec ses propres fils pour faire l'apprentissage des connaissances, de la lecture, de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, de toutes ces disciplines par lesquelles on commençait à éveiller sa conscience et à exercer son libre arbitre. C'était ça, les hussards noirs de la République. Il était socialiste, il était de gauche. Il pensait que la laïcité était une belle valeur dont on faisait l'apprentissage dans l'école de la République, et que cette belle valeur, elle était constitutive de l'unité et de l'indivisibilité de la République, qu'elle était celle par laquelle on pouvait vivre ensemble, parce qu'elle portait en son cœur un creuset de valeurs qui permettait de comprendre et d'inscrire au plus profond de soi-même cette idée si belle que ce que nous différencie par notre religion, par nos ascendants culturels, par nos ascendants sociaux, est infiniment moins important que ce qui nous rassemble et qui s'appelle les valeurs de la République. Et puis plus tard, il y a eu l'enracinement local, comme cela fut le cas pour beaucoup d'élus qui sont ici dans cette salle. Une belle ville, au Finistère de la Normandie, Cherbourg, avec une population confrontée à des difficultés sociales, beaucoup de misère sociale, une culture ouvrière très forte, forgée au cœur des arsenaux et des industries de construction navale. Et bien dans cette ville, où il y avait des difficultés sociales, où il y avait des associations, où il y avait des collectivités publiques, où il y avait des services publics, où il y avait une volonté de faire en sorte qu'on vive ensemble, j'ai appris à rencontrer des citoyens auxquels je dois aussi une grande partie de ma culture et de ma formation politique. On ne peut pas exercer de responsabilité si on n'a pas rencontré à un moment donné des femmes et des hommes confrontés aux épreuves de la vie, et que dans le contact avec eux, on a appris à aimer son pays et à intégrer qu'il n'y a rien de plus fort dans la démocratie que ce lien indestructible qui unit celui qui a une responsabilité publique aux citoyens qui lui ont fait confiance. On ne vient pas de nulle part. On vient d'un ensemble de connaissances, de lectures, de rencontres, de combats sédimentés au fil du temps. Et plus cela est dense et riche, plus on sait quelle est la direction. Et plus on sait que notre pays est dans la diversité de ses paysages, de ses épreuves, de ces différentes phases historiques qui l'ont façonné, et on ne peut pas le réduire à une start-up nation. Alors, je suis venu vous parler de toutes ces valeurs. Je suis aussi venu vous parler de ceux qui nous ont précédés. Je vous disais à l'instant que nous aurions grand tort de considérer que tout a commencé avec nous. Depuis 2 ans, j'ai le sentiment que la France vient tout juste de naître, que rien avant ce nouveau pouvoir n'avait existé, que tout subitement, par un effet de génération spontané, résultant de l'avènement d'un nouveau monde, ayant effacé des siècles et des siècles d'histoire et de combats politiques, j'ai le sentiment que
nous n'avons pas encore à l'esprit ce que furent les grands moments de l'histoire qui ont donné naissance à notre pays. Et comme je vois qu'un certain nombre de nos amis, très minoritaires fort heureusement, sont séduits par cette aventure, je me demande s'ils ont encore à l'esprit le nom de ceux qui ont contribué à façonner l'histoire de notre famille. Alors lorsque je parle de socialisme, de gauche, de rassemblement et d'Europe, je ne peux pas ne pas évoquer Jean Jaurès. Jean Jaurès qui, dès 1898, dans un très bel ouvrage qui s'appelait « Socialisme et liberté », opposait le patriotisme au chauvinisme. Il aimait la patrie, il aimait les valeurs de la patrie, il aimait la République naissante, mais il n'aimait pas ces enfermements derrière des frontières, ces recroquevillements par lesquels on s'éloigne des valeurs universelles que les peuples du monde ont appris à aimer de la France, pour reprendre la très belle expression de François Mitterrand. Je ne peux pas ne pas avoir à l'esprit non plus ce que fut le très beau combat de Léon Blum entre les deux guerres, lorsqu'il mettait en garde les pays de l'Europe et son propre pays contre les efforts qui avaient été demandés à l'Allemagne et dont ils estimaient qu'ils étaient porteurs de bien des dangers pour la paix. Et je ne peux pas non plus oublier son très beau discours à l'Internationale socialiste en 1948, lorsqu'il appelait l'ensemble des forces de gauche et les membres de l'Internationale socialiste à rassembler leurs efforts pour qu'on dépasse ces funestes moments qui avaient conduit au pire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas oublier non plus ce que fut l'apport de François Mitterrand tout au long de ce quinquennat, lorsque l'épreuve arriva au sein de l'Union européenne et qu'il fallut créer les conditions de la réunification de l'Allemagne plutôt que des tensions, lorsqu'il fallut créer les conditions de l'Union économique et monétaire et de l'émergence de l'euro, lorsqu'il fallut montrer, alors que l'Allemagne se réunifiait, que la France et l'Allemagne restaient main dans la main, avec cette très belle image d'Helmut Kohl et de François Mitterrand se tenant la main pour dire la force de l'axe franco-allemand. Alors aujourd'hui, nous avons envie d'Europe. Et nous avons envie d'Europe, mon cher Raphaël, cher Pierre, chers amis, pour une raison très simple. C'est que la France a besoin d'Europe. Et aussi parce que l'Europe a besoin de la gauche. La France a besoin d'Europe. Je voudrais prendre quelques sujets sur lesquels j'ai eu à me pencher au cours des dernières années, ou d'autres encore que vous avez mis sur le métier à travers les propositions que vous formulez, pour en souligner la pertinence et dire que sur toutes les questions qui se présentent à nous, nous aurons de nombreux combats à mener, que nous aurons à les mener avec une détermination absolue, parce que rien ne serait plus naïf que de considérer que l'Europe est une chose facile. Je voudrais prendre quelques exemples. Sur la question, d'abord, de la volonté qui nous anime tous et toutes ici de créer les conditions du progrès social. Je vois que, pour certains, ce combat-là se réduirait à une opposition irréductible et exclusive de toutes les autres entre les progressistes et les populistes. Je voudrais vous dire quelques mots de cette opposition avant de dire quelques mots sur les questions sociales. Le combat entre les populistes et les réformistes, les progressistes, je pourrais en accepter le principe, car les populistes en Europe sont de vrais populistes. Il s'agisse de M. Orban, de M. Salvini et d'autres encore, s'ils acceptent encore le principe de la dévolution des pouvoirs par le suffrage universel, ont une relation à l'état de droit qui n'a rien à voir avec celle d'un vieux pays comme le nôtre, qui est attaché aux valeurs universelles. Mais ils ont, ces populistes, sur la question de l'état de droit, sur la question migratoire, j'y reviendrai, des positions dures qui ne peuvent pas nous faire douter une minute de la détermination qui est la leur à être résolument populistes. Donc les populistes sont de vrais populistes. Quant aux progressistes, qui se déclarent comme tels, je voudrais les interroger avec vous.
pour moi comme pour vous, qui êtes socialistes, écologistes, universalistes, hommes et femmes de gauche, vous vous dites sans doute que le progrès, quand on est progressiste, a quelquefois à voir avec le progrès social et par conséquent avec la justice. Je faisais référence à Jaurès, à Blum, à François Mitterrand, j'aurais pu parler de Pierre Mendès France, de Lionel Jospin et aussi de ce que nous avons fait, j'y reviendrai en quelques mots, pendant le dernier quinquennat. Oui, le progressisme et la justice sociale ont quelque chose à voir ensemble. Et je voudrais sonder devant vous ce progressisme qui s'auto-qualifie et se pousse du col. Est-ce juste et est-ce progressiste que de prendre près de 6 milliards d'euros à des retraités modestes par une réforme de la CSG et d'en donner autant aux plus grandes fortunes de notre pays? Est-ce juste et est-ce progressiste? Est-ce juste et est-ce progressiste de donner 6 milliards d'euros aux plus riches des contribuables de notre pays et en même temps de raboter les APL qui permettent aux plus modestes des Français de pouvoir se loger dans de bonnes conditions? Est-ce juste que de mettre en place une flat tax qui va permettre aux plus riches des contribuables français d'être imposés à un taux inférieur à celui des classes sociales les plus modestes, et dans le même temps d'expliquer que les retraités sont des lentilles et qu'on pourrait encore baisser leur retraite? Est-ce juste que de vouloir mettre en place une banque européenne pour le climat et que de différer de plusieurs années l'interdiction d'un pesticide dont il est démontré qu'il est dangereux pour la santé? Est-ce juste et est-ce progressiste que de déclarer à Berlin, il y a de cela quelques années, lorsqu'on était candidat à l'élection présidentielle et que j'étais à Calais face à 12 000 migrants, que je voulais mettre dans un dispositif qui est le dispositif national d'asile, en ouvrant 675 centres d'accueil et d'orientation, avec un gouvernement à la tête duquel il y avait un président de la République qui s'appelait François Hollande et qui doublait le nombre de places en centres d'accueil et de demandeurs d'asile. Pendant ce temps-là, on expliquait que ce que nous faisions, ça n'était rien et que la conscience de l'Europe était Angela Merkel, pour finir avec des circulaires qui portent le nom d'une personnalité politique dont on me dit qu'elle exerce quelques responsabilités dans cette ville où nous nous trouvons. Les populistes sont des vrais populistes. Les progressistes, je m'interroge. Et s'ils avaient été à gauche, je pense que compte tenu du temps que j'ai passé auprès de vous dans notre parti et auprès de vous dans nos organisations, vraisemblablement que le peu de sagacité dont je dispose encore m'aurait permis de m'en rendre compte. Mais non, ils ne sont pas de gauche, ils sont à droite. Et quand ils proposent l'opposition entre les progressistes et les populistes, en réalité, ce qu'ils proposent, c'est qu'on enferme la vie politique française et européenne dans une opposition entre l'extrême droite, la droite extrême, la droite et le centre droit, à l'exclusion de tous les autres qui n'ont pas vocation à la parole, qui sont la gauche, qui sont les vrais progressistes. Et moi, je me méfie des pouvoirs qui choisissent leur opposition et des oppositions qui s'accommodent de certains pouvoirs. Je pourrais prendre d'autres exemples. Sur la question de l'économie, est-ce que vous pensez que nous aurions pu faire le socle européen des droits sociaux? Et je me souviens de cette très belle réunion à Matignon quelques semaines avant que je ne parte avec tous les ministres sociaux démocrates de l'Union européenne pour obtenir le salaire minimum, l'égalité homme-femme, la garantie jeune, la formation des jeunes. Est-ce que vous pensez que nous aurions obtenu qu'une commission, qui était une commission conservatrice, mette en place le socle européen des droits sociaux s'il n'y avait pas eu cette pression constante exercée par des parlementaires sociaux-démocrates, membres du groupe socialiste
au Parlement européen, des gouvernements sociaux-démocrates, pour faire en sorte que le social soit là, qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une ambition. Ce ne sont pas les groupes de la HALDE avec lesquels En Marche souhaite s'allier qui auraient porté une telle ambition pour l'Europe. Sur les questions migratoires, je dis qu'il faudrait faire une politique qui permette de contrôler les frontières et qui permette de faire en sorte que Schengen soit modifié. Mais sont-ils au courant que nous avons mis en place Frontex, que c'est nous qui nous sommes mobilisés alors que nous étions au pouvoir? Et je veux rendre hommage à l'action du président Hollande pour la détermination qui fut la sienne au Conseil européen, conseil après conseil, pour que nous obtenions cela. 250 millions d'euros pour Frontex, une détermination à lutter dans la bande sahélienne contre tous ces groupes qui organisent la traite des êtres humains et sont à l'origine de tous les trafics, parce qu'on ne peut pas protéger l'Europe si on ne crée pas les conditions d'une action volontaire avec des moyens qui permettent de combattre toutes les organisations criminelles internationales. Est-ce qu'il y aurait eu la régulation de la finance s'il n'y avait pas eu l'union bancaire, la supervision bancaire, la résolution des crises bancaires, la garantie des dépôts? Est-ce que nous aurions pu lutter contre le terrorisme s'il n'y avait pas eu la détermination d'un certain nombre de ministres sociaux-démocrates, dont les ministres du gouvernement de François Hollande, pour faire en sorte qu'on mette en place la directive lutte contre le blanchiment? Est-ce que vous pensez sincèrement que nous aurions pu lutter contre le terrorisme si nous n'avions pas agi comme nous avons agi avec Thomas de Maizière, alors que nous n'étions pas de la même sensibilité, pour faire en sorte que l'Europe prenne le relais de la volonté qui était la nôtre de protéger nos concitoyens pendant les pires moments? Comment voulez-vous que j'oublie, compte tenu des responsabilités qui furent les miennes, ces moments terribles où notre pays s'est trouvé envahi par le chagrin, parce que certains de ses enfants avaient été touchés par la barbarie sauvage d'individus qui considéraient qu'ils pouvaient dévoyer leur religion aux seules fins de tuer ceux qui ne pensaient pas comme eux ou qui n'avaient pas la même religion. Pendant ces moments, à Charlie Hebdo, au Bataclan, à l'épicerie hyper cachère, dans ces moments tragiques où des policiers, des forces de l'ordre étaient en première ligne pour assurer la protection des Français, il a fallu se battre aussi en Europe pour que le droit européen progresse. Et là, je voudrais m'adresser aux populistes, et notamment à Marine Le Pen et aux représentants de son organisation, pour que vous sachiez les choses. Lorsque nous étions confrontés à ces moments terribles, et qu'il fallait créer les conditions de l'unité nationale autour des valeurs les plus fondamentales de la République qui font notre vivre ensemble, et que nous utilisions chaque mot avec précision et rigueur pour qu'aucune phrase prononcée ne vienne attiser des haines et organiser des confrontations qui auraient pu fracturer la société française. Ils étaient toujours dans l'outrance. Ils étaient systématiquement dans la recherche du mot ou de l'expression qui allait susciter la peur, renforcer la défiance, créer les conditions d'indépassables fractures. Et lorsqu'au Parlement européen, et je m'adresse à Sylvie Guillaume qui s'en souvient, nous nous sommes battus pour qu'il y ait une directive destinée à lutter contre le trafic d'armes, lorsque nous avons demandé qu'il y ait un PNR pour pouvoir établir la traçabilité des passagers qui prenaient l'avion et qui pouvaient à certains moments nous frapper, lorsque nous avons mis en place des dispositifs au Parlement national français destinés à mieux identifier le comportement de ceux qui pouvaient nous atteindre en nous frappant, pour éviter que des attentats ne surviennent, afin de pouvoir les prévenir. Ceux que j'ai eus en face de moi à ce moment-là, au Parlement européen et au Parlement national, c'étaient les amis de Marine Le Pen. Parce que les populistes en Europe ne veulent pas que l'Europe apporte la démonstration de son efficacité, pas davantage qu'ils veulent d'ailleurs que les démocrates apportent la démonstration de leur capacité à résister aux fractures lorsque la violence s'instille au cœur de nos sociétés. Ce qu'ils veulent, c'est que les problèmes s'ajoutent aux problèmes, et lorsqu'il s'agit de prendre ses responsabilités pour voter des lois qui sont destinées à faire en sorte que l'État de droit et la République ne puissent pas être atteints, ils ne les votent pas parce qu'ils préfèrent les problèmes, parce qu'ils préfèrent les difficultés, plutôt que de voir la République et les démocrates trouver les solutions. Donc le parti des problèmes. Il faut aussi, sur les questions européennes, j'évoquais quelques sujets, je ne pourrais pas les évoquer tous. Raphaël va le faire dans un instant. Il faut se méfier des populistes. Il faut se méfier des populistes
de droite, mais je vous le dis ici aussi, il faut se méfier de ceux qui, à gauche, à force de théoriser la radicalité sur tout, l'opposition sur tout, à force de théoriser la jonction des insurrections, au point de terminer les phrases de Madame Le Pen lorsqu'elle les commence dans les débats télévisés, comme je l'ai vu il y a de cela quelques semaines pendant les débats sur les élections européennes. À force de faire cela, on crée les conditions pour que les uns passent d'un point à l'autre. Parce que cette confusion qu'on entretient, cette radicalité qu'on entretient, cette violence dont on fait son quotidien, elle n'est pas la gauche humaniste que nous représentons. Elle est une forme de violence dont nous devons nous méfier. Et moi, je crois à la gauche humaniste de Blum, je crois à la gauche humaniste de Jaurès. Je ne crois pas à cette violence verbale, je ne crois pas même à cette violence qu'on essaie de cautionner dans les manifestations, parce que cette gauche-là n'est pas la nôtre, elle ne le sera jamais. Je vais maintenant terminer mon propos par quelques mots sur la suite. Parce que, après les élections, il y en a d'autres. Et je trouve qu'une mauvaise habitude s'est instaurée dans notre famille politique qui consiste, pour un certain nombre d'entre nous, parfois, pas tous, fort heureusement, c'est la raison pour laquelle je suis là, à faire le calcul de ce que pourrait être le contexte après l'élection si le résultat n'était pas à la hauteur de ce que nous pourrions espérer. À force de procéder ainsi, on finit par perdre les élections les unes derrière les autres, et les coups d'après sont de plus en plus improbables et mauvais. Et moi, je crois que nous ne reconstruirons pas la gauche si nous ne sommes pas capables d'être dans la bienveillance les uns à l'égard des autres. Quand, après les difficultés de 1969, François Mitterrand s'est engagé dans la reconstruction du Parti socialiste à Épinay en 1971, la manière dont il regardait la gauche et dont il s'est employé à la rassembler avec son verbe, son style, sa hauteur de vue, sa culture, n'avait rien à voir avec ces petits coups ourdis dans je ne sais quelle arrière-boutique, dans je ne sais quel lieu improbable, où l'on passe son temps à dire du mal de l'autre. Alors, comme j'ai l'occasion de m'exprimer publiquement aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que je souhaite au premier secrétaire du Parti socialiste, dont il m'est arrivé parfois de lire que je souhaitais que des difficultés se présentent à lui pour pouvoir organiser mon propre avènement, que j'ai pour lui considération et estime, que si j'avais voulu être premier secrétaire du Parti socialiste, peut-être y serais-je parvenu, mais que je ne l'ai pas souhaité à ce moment-là, et que moi je ne complique pas la tâche de ceux qui ont eu le courage de prendre leurs responsabilités au moment où ils les ont prises. Est-ce que cela signifie que je suis d'accord tous les jours avec tout ce que peut faire Olivier ou tout ce qu'il peut dire? Non. Mais ça a toujours été comme ça chez nous. Mais est-ce pour autant que j'en déduis qu'il faut se répandre partout en propos fielleux et désagréables pour que ceux qui ont pris des responsabilités échouent? Non, ce n'est pas mon état d'esprit. De la même manière, ce n'est pas mon état d'esprit que de souhaiter que Raphaël Glucksmann, qui a proposé un rassemblement, on peut en penser ce que l'on veut, on peut supposer que cela aurait pu être différent, meilleur, préparé depuis plus longtemps, mais il l'a fait. Il est là. Il mène une campagne dans des conditions difficiles. Et donc, quand les campagnes sont difficiles, on peut oublier de venir. On peut même passer de l'autre côté. Ça arrive. Ça peut arriver encore. On peut oublier d'apporter son témoignage, rappeler sa fidélité,
Mais moi, je vous le dis très franchement, ma fidélité, ma présence, quoi que je pense des dépassements qui devront être les nôtres au cours des prochaines années, vous n'y aurez jamais droit par intermittence ou par éclipse, parce que la fidélité à une famille politique et la loyauté à l'égard des siens, ce sont des valeurs entières, et c'est quand c'est difficile qu'il faut être là pour en témoigner. Alors, je vous le dis, moi, je ne me force pas pour vous dire tout cela, et je terminerai ainsi. Je ne me force pas pour vous dire tout cela parce que je n'ai pas d'addiction au pouvoir et que je n'ai pas d'obsession de destin. Je suis un homme libre et je suis un homme de conviction parce que c'est ainsi que mon éducation politique s'est faite. Vous n'entendrez jamais de moi des propos à l'égard de mes amis. Parfois, il m'arrive d'en tenir en privé, mais publiquement qui soient de nature à leur nuire parce qu'on ne crée pas les conditions du rassemblement avec cet état d'esprit. Et si vous pouvez toujours compter sur moi pour être un parmi vous tous, pour essayer de faire en sorte que nous avancions ensemble, ne comptez jamais sur moi pour faire la démonstration dans la médisance à l'égard de tous les autres que je suis indispensable parce que j'en vois trop qui procèdent ainsi et qui depuis longtemps ont oublié d'être utiles. Alors ce soir à Lyon, dans cette belle salle rassemblée et fervente, je suis venu vous promettre des victoires après celles que je souhaite à Raphaël et à toute sa liste dans 10 jours, des victoires et des rassemblements. Je suis venu vous promettre d'autres printemps. Ne vous laissez pas impressionner par l'arrogance et le mépris de ceux qui nous regardent. Soyez fiers de vous-même. Soyons forts de nous, déterminés à agir et à réussir pour la République, pour la France, pour l'Europe. Vive la République, vive l'Europe, vive la France! Merci beaucoup Bernard Cazeneuve, merci pour ces mots. Soyez fiers, restez fiers, restons fiers.